السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد من دروس السنة الثانية الإعدادي. إذا إن شاء الله اليوم je vais commencer l'explication des leçons du programme du deuxième année collégiale. La première leçon intitulée L'air autour de nous. Donc on a l'habitude de commencer toujours par une petite situation de départ. La situation est la suivante. Donc, l'atmosphère terrestre fait partie de notre environnement immédiat. Nous y vivons et nous respirons son air. L'atmosphère a-t-elle une limite? Autrement dit, est-ce que l'atmosphère a des limites? De quoi est constituée l'atmosphère terrestre? Ça veut dire quels sont les constituants de l'atmosphère de la Terre? Et enfin, dans quelles conditions le vent prend-il naissance? Autrement dit, on peut dire quelle est la définition du vent. Donc, dans la leçon, on va essayer de commencer la notion de l'atmosphère, la différence entre l'atmosphère et le vent. Et après, on va voir quels sont les constituants de l'atmosphère. Autrement dit, quelles sont les couches qui forment l'atmosphère. Et enfin, on va voir la définition du vent, quels sont les facteurs qui permettent d'influencer sur le mouvement de l'air qui forme le vent. Alors, on a deux activités dans la leçon. Je commence par la première. Activité documentaire, les couches de l'atmosphère. Donc, une petite situation avant de commencer avant de commencer l'activité. On a un dialogue entre deux personnes, Salim et Abdullah. Salim et Abdullah voyagent par avion en plein ciel. Salim a posé une question. Il a posé une information plutôt à Abdullah. Il a dit que c'est pour la première fois nous avons de la chance de passer d'une couche de l'atmosphère à une autre. Mais Abdullah il a dit que racontes-tu? L'atmosphère ne constitue qu'une seule couche. Ça veut dire qu'il existe un dialogue entre deux personnes, entre deux garçons, Salim et Abdullah, qui sont en voyage. Salim il a dit à Abdullah que normalement l'atmosphère est constituée de plusieurs couches. Mais Abdullah il a une autre réponse. Il a dit que l'atmosphère, non, elle est constituée juste d'une seule couche. Alors la question qui se pose, c'est que est-ce que l'atmosphère est constituée vraiment d'une seule couche ou bien de plusieurs couches? Autrement dit, est-ce que vous êtes d'accord avec Salim ou bien avec Abdullah? Alors, et pour répondre à cette question, si vous avez deux documents qui permettent d'illustrer les différentes couches de l'atmosphère, et bien sûr les constituants ou bien les propriétés de chaque couche. Alors vous observez ici qu'il existe pas mal de couches dans l'atmosphère. Alors on peut citer la première, c'est la troposphère, la deuxième couche c'est la stratosphère, la troisième couche c'est la mésosphère et la quatrième couche c'est la thermosphère. Et normalement, si on fait de la recherche, on peut confirmer qu'il existe une autre couche qui s'appelle l'exosphère. Donc, en grosso modo, l'atmosphère est constituée de 5 couches. La première, c'est la troposphère. La deuxième, c'est la stratosphère. La troisième, c'est la mésosphère. Et la quatrième, c'est la troposphère. Et ici, à l'extérieur, on trouve une autre couche qui s'appelle l'exosphère. Alors, dans la troposphère, vous pouvez observer qu'il existe ici des nuages. Il existe des informations concernant la variation de la température et aussi la pression et l'altitude. Je commence par la première information. Il faut savoir que dans la troposphère, la température diminue, il diminue avec l'altitude. Autrement dit, alors si on monte, la température diminue. Si on monte, la température diminue. Et cette conclusion est due par une variation de la température entre deux valeurs. Si on a plus 15 degrés Celsius, et si on a moins 56 degrés Celsius. Ça veut dire qu'il existe une diminution de la température au fur et à mesure que l'altitude augmente. Alors, la température dans la troposphère diminue avec l'altitude. La deuxième information, c'est que sur sol, l'altitude est égale à 0. Et bien sûr, l'extrémité haute de la troposphère, on peut mesurer une altitude de l'environ de 10 km. Donc on peut dire que l'altitude
ou bien l'épaisseur de la troposphère est de l'environ de 10 km. Mais en général, on dit qu'il varie entre 10 et 15 km. Donc, vous pouvez trouver dans les manuels, donc, que ce soit l'étincelle ou bien apostrophe ou bien l'univers, ils ont cité que donc l'altitude de la troposphère, c'est l'environ de 15 km. La troisième information, c'est que dans la troposphère, c'est la couche dont nous vivons. Autrement dit, c'est la couche où on trouve. Ça veut dire que la vie, est existée, elle est trouvée dans la troposphère. Voilà. Alors, l'autre information concernant la troposphère, c'est que c'est la seule couche où on trouve les nuages. C'est la seule couche où on trouve les nuages, alors qui représentent le résultat de la vaporisation de l'eau, que ce soit l'eau liquide ou bien l'eau de la mer ou bien autre chose, qui se transforme en nuages. Voilà. Alors, parmi aussi les informations de la troposphère, c'est que donc, on a parlé de la variation de la température, on doit parler de la variation de la pression. Alors, si on mesure la pression sur sol, on va trouver que sa valeur égale à la pression atmosphérique. Autrement dit, sa valeur égale à 1013 hectopascales. Mais si on mesure la pression, bien sûr, elle est en baromètre, à l'extrémité haut de la troposphère, à la fin de la troposphère, on peut trouver que sa valeur est d'environ de 200 hectopascales. Donc vous pouvez conclure que la valeur de la pression varie alors de 1013 hectopascales jusqu'à 200 hectopascales. Ça veut dire qu'on a une diminution de pression alors au fur et à mesure qu'on monte. Donc la pression diminue aussi avec l'altitude. Très bien. Alors, ce sont en général des informations ou bien les propriétés de la troposphère. Alors, dans la stratosphère, il faut parler aussi de la variation de la température, la variation de la pression. Est-ce qu'on a des autres propriétés dans cette couche? Donc, pour la troposphère, donc pour la stratosphère, la variation de la température, vous pouvez ici observer qu'il existe une valeur de moins 56 degrés Celsius. Et ici, on a une valeur de 0 degré C. Ça veut dire que la température commence à partir de moins 56 degrés Celsius. Elle varie ou bien elle augmente jusqu'à 0 degré C. Donc la température augmente avec l'altitude. La température dans la stratosphère augmente avec l'altitude. La deuxième chose, c'est que la pression aussi, donc à l'extrémité bas de la troposphère, donc à l'extrémité bas de la stratosphère, la valeur de la pression, c'est de l'environ de 200 hectopascales. Mais ici, la valeur de la pression, c'est de l'environ de 0,2 ou bien 0,3 hectopascales. Autrement dit, la pression en général diminue avec l'altitude aussi. La pression diminue avec l'altitude. Alors, dans la stratosphère, on trouve une couche qui s'appelle la couche d'ozone. Cette couche, elle nous permet de nous protéger des rayons UV. C'est une couche qui protège des rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets, ce sont des rayons qui sont émis par le soleil. Normalement, on a besoin des rayons UV, mais avec une quantité suffisante est acceptable. Mais si la quantité des rayons UV qui pénètrent l'atmosphère en général dépasse la valeur suffisante, voilà, il peut causer par exemple des maladies. Et parmi ces maladies, on peut citer le cancer de la peau, ou bien les maux de tête, les maux des yeux, et ainsi de suite. Alors, l'épaisseur de la stratosphère varie entre 15 km jusqu'à 50 km. Ça veut dire que c'est l'environ de 35 km. 50 moins 15, c'est l'environ de 35 km. Alors, la troisième couche, c'est la mésosphère. La mésosphère, il faut parler aussi de la température, il faut parler de la variation de la pression. Et si on a encore des autres informations, on va les voir ensemble. Alors, dans le début de la mésosphère, la température est égale à 0 degré C. Mais si on monte,
la valeur de la température diminue jusqu'à moins 90 degrés Celsius. Ça veut dire qu'on a une diminution de la température avec l'altitude. C'est la première information. La deuxième, c'est que aussi la pression diminue avec le temps, avec l'altitude, pardon. Alors, si on monte, la valeur de la pression diminue. Ça veut dire que la pression dans la mésosphère est plus faible que la stratosphère et plus faible que la valeur de la pression dans la troposphère. Voilà. Pour donc l'altitude de la troposphère ou bien de la mésosphère, il varie entre 50 km jusqu'à 85 km. Donc dans la thermosphère, si la quatrième couche, c'est une couche qui est caractérisée par donc une augmentation de la température observable. En plus de ça, son nom il est constitué de deux termes ou bien deux parties. La partie thermo, ça fait partie de la thermodynamique. Autrement dit, c'est une variation de la température. Et plus précisément, on parle d'une augmentation de la température observable dans la thermosphère. Alors aussi l'altitude, c'est de l'environ de 40 km. Et pour la pression, encore diminue avec l'altitude. Et dans la dernière couche, c'est une couche qui s'appelle l'exosphère. Et c'est dans l'exosphère qu'on trouve des températures élevées. On trouve les satellites qui assurent la communication entre les êtres vivants dans la troposphère et bien sûr à l'extérieur. Voilà. En général, ce sont les différentes couches qui font l'atmosphère. Alors, je résume. Donc, l'atmosphère représente une enveloppe gazeuse. C'est une enveloppe gazeuse formée à la base des particules de l'air, voilà, qui se trouvent à l'état gazeux. Je répète, l'atmosphère, c'est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre, qui est formée par les particules de l'air. L'atmosphère est constituée par, en grosso modo, on dit en deuxième année, par 4 couches, mais en général, on peut dire qu'il est formé de 5 couches. La troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Enfin, on peut dire qu'il existe l'exosphère. Alors, dans la troposphère, j'ai oublié une information très importante, c'est que presque 90% de l'air est concentré dans la troposphère. On peut expliquer ça par le fait que les êtres vivants se trouvent dans la troposphère. Et dans la troposphère, ou bien les êtres vivants ont besoin de dioxygène. Et le dioxygène se trouve dans l'air. Donc, on peut expliquer l'existence d'un grand pourcentage de l'air de la troposphère par le fait qu'il existe un besoin de dioxygène. Voilà. Ici, on a des questions. Donnez le nom de chaque couche de l'atmosphère. Je pense qu'on a déjà cité les noms. C'est la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. La deuxième question, où se trouve la couche d'ozone? La couche d'ozone se trouve dans la deuxième couche, c'est la stratosphère. Et dans la troisième question, vers quelle altitude peut monter un ballon sonde? Alors le ballon sonde peut monter jusqu'à la deuxième couche, c'est la stratosphère. Et pour la quatrième question, quelle est la pression atmosphérique mesurée au niveau du sol? Si tu parles au niveau du sol, la valeur de la pression atmosphérique, c'est 1013 hectopascales. La question 5, comment varie la pression au fur et à mesure que l'altitude augmente? Est-il de même pour la température? Alors, si tu parles de la variation de la pression, on peut dire que la pression diminue avec l'altitude. Autrement dit, si on monte, toujours la valeur de la pression diminue. Mais pour la température, c'est autre chose. Alors, on peut dire que la température varie d'une manière régulière. Autrement dit, si tu parles de la troposphère, ou bien si vous êtes dans la troposphère, la température augmente. Dans la stratosphère, la température diminue avec l'altitude. Dans la mésosphère, la température augmente. Et ainsi de suite. Donc, on peut dire que la température varie d'une manière irrégulière. Alors, voilà les réponses des questions. Les différentes couches de l'atmosphère sont troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère et l'exosphère. La deuxième question, la couche d'ozone se trouve dans la stratosphère. Un ballon sonde peut monter jusqu'à 50 km. Pour la quatrième question, la pression
mesurée au niveau du sol, c'est une pression atmosphérique, c'est 1013 hectopascales. Pour la cinquième question, concernant la variation de la pression et la variation de la température, la pression diminue lorsque l'altitude augmente, alors que la température varie d'une manière régulière. Alors, je peux expliquer le terme irrégulière, ça veut dire qu'on n'a pas une relation, ou bien on n'a pas une règle, alors de la variation de la température au fur et à mesure qu'on monte. Ça veut dire que pour chaque zone, ou bien pour chaque couche, on peut dire qu'il existe une variation de la température. Donc, si vous avez une question concernant la variation de la température, il faut d'abord déterminer le nom de la couche. Donc, si vous êtes dans la troposphère, on peut dire que la température augmente. La température diminue dans la troposphère. La température diminue. Et dans la stratosphère, on peut dire que la température augmente. Et dans la mésosphère, la température diminue. Et dans la thermosphère, la température augmente. Ça veut dire qu'on n'a pas une règle générale qui permet de régler la variation de la température. Alors, ici vous avez une petite la conclusion concernant chaque couche. Alors, la première information, c'est que la troposphère, c'est la couche atmosphérique la plus proche du sol terrestre. La deuxième information, c'est que elle a une épaisseur d'environ de 10 km. La troposphère est la couche où nous vivons. Alors, pour la troisième information, c'est une couche qui contient 90% de la totalité de l'air contenu dans l'atmosphère et toute la vapeur d'eau. La quatrième information, dans cette couche, que se déroulent les principaux phénomènes, bien sûr les phénomènes météorologiques, tels que l'orage, les pluies, et ainsi de suite, qui permettent un climat variable. Pour l'information suivante, c'est que la température décroît, ça veut dire elle diminue avec l'altitude. Donc pour la stratosphère, la première information c'est que c'est une couche qui se trouve au-dessus de la troposphère, c'est normal. Alors son épaisseur est de l'environ de 40 km. Alors c'est une couche qui ne contient aucun nuage. Alors c'est dans la stratosphère qu'on trouve la couche d'ozone. Alors le rôle de la couche d'ozone, c'est qu'il nous protège des rayons ultraviolets. Comment? Cette couche permet d'absorber la majorité des rayons solaires ultraviolets. Alors, la troposphère ou bien la température augmente lorsqu'on s'élève dans la stratosphère. Autrement dit, dans la stratosphère, la température augmente avec l'altitude jusqu'à 0 degré C. Alors, pour les propriétés de la troisième couche, la mésosphère correspond à la troisième couche de l'atmosphère. Elle se situe entre 50 et environ de 80 km d'altitude au-dessus de la stratosphère. La température décroît avec l'altitude jusqu'à moins 90 degrés Celsius. Et pour la dernière information, c'est que dans la mésosphère, on trouve une diminution de la température. Ça veut dire que c'est une couche qui est très froide. Alors, pour la thermosphère, la première information, c'est que cette couche est située au-dessus de la mésosphère. Alors, c'est la troisième couche, c'est la quatrième couche. Dans cette couche, la température croît avec l'altitude, ça veut dire qu'elle augmente. La température augmente avec l'altitude jusqu'à une valeur de l'ordre de 1700 degrés C, puis il se stabilise. Juste une petite remarque, c'est que les variations de la température dans l'atmosphère ne sont pas régulières et la pression se diminue avec l'altitude. Alors, c'est une information déjà citée. Alors, et pour l'exosphère, c'est la dernière couche. La couche la plus haute de l'atmosphère terrestre. Elle se situe au-dessus de l'atmosphère, au-delà de 600 km. Et pour la dernière information, c'est que la température atteint 1700 degrés Celsius. Et dans l'exosphère, on trouve les révolutions des satellites. Alors, passons maintenant à la deuxième activité, c'est la notion du vent. On va expliquer la notion du vent et on va voir ensemble quels sont les paramètres ou bien les grandeurs qui influencent le mouvement des particules qui constituent le vent. Le mouvement de l'air dans l'atmosphère terrestre. Ici, vous avez une petite situation. Depuis longtemps, les vents
portent des noms souvent liés à leur origine ou à leurs caractéristiques. Bien sûr, ici au Maroc, le vent saharien, chaud et sec, qui vient de l'est ou du sud-est, est appelé Shargi. Donc la question de l'activité, c'est que comment le vent se forme-t-il et comment se déplace-t-il dans l'atmosphère? Donc l'objectif principal de l'activité, c'est de savoir la définition du vent et bien sûr quels sont les paramètres qui influencent le mouvement du vent ou bien le mouvement des particules de l'air. Alors, pour répondre à la question, ici on a deux expériences. La première expérience permet de mettre en évidence le mouvement vertical de l'air et la deuxième expérience permet de montrer aussi le mouvement horizontal de l'air. Voilà. Si tu parles verticalement, on peut dire que l'air se déplace sous l'influence de la température. C'est pour cela, dans cette expérience, il nous faut des matériels. Et parmi ces matériels, on peut citer un bec Bunsen. C'est le bec Bunsen. Donc, c'est un outil utilisé dans les laboratoires pour chauffer. Il joue le rôle des bouteilles de gaz à la maison. Ici, on a un truc qui s'appelle le tourniquet. D'accord? Ici, vous avez deux états. On a l'état initial, ici, on a l'état final. Vous pouvez constater que dans l'état initial, le tourniquet, il est en repos. Et bien sûr, ici, le bec, il est éteint. Mais dans l'état final, on peut observer qu'on a le feu ici, on a une flamme bleue. Ici, on a une flamme bleue. Et on observe ici que le tourniquet commence à tourner. Donc, c'est une comparaison entre deux états, l'état initial et l'état final. Donc, normalement, on a deux observations. La première observation, c'est que la différence entre les deux images, c'est qu'au départ, on n'a pas le feu, mais à la fin de l'expérience, on peut observer qu'on a allumé le bec Bunsen. Et la deuxième observation, c'est l'observation la plus importante, c'est que au départ, le tourniquet, il est en repos, mais à la fin, on constate qu'elle commence à tourner. Donc, il faut expliquer la dernière observation. Alors, la dernière observation est expliquée par le fait qu'il existe ici, entre le bec Bunsen et le tourniquet, ici, il existe de l'air, même s'il est invisible. Et pour le rendre visible, on peut le modéliser par des petites sphères. D'accord? Alors, ici, on a de l'air, et normalement, on va définir deux zones. Alors, près du bec, ici, on a une zone qui s'appelle par exemple la zone A. Et ici, on a la zone B. Alors, si on mesure la valeur de la température, bien sûr, ou bien si on repère la valeur de la température entre les deux zones, la zone A et la zone B, on peut constater que c'est la même chose, c'est la température de l'atmosphère. Mais ici, non, puisqu'on a allumé le bec, ici on a une flamme, la zone A sera caractérisée par une valeur de température très élevée que la zone B, dont sa valeur de la température presque égale à la température de l'atmosphère. Donc on peut expliquer le tourniquet qui commence à tourner par le fait que les particules qui existent entre le bec Bunsen et le tourniquet se déplacent sous l'effet de la zone chaude. Autrement dit, normalement on peut dire que les particules sont confortables dans une zone où la température est normale. Mais une fois que la température devient très élevée, ces particules de l'air vont migrer vers une autre zone où la température est stable, où la température est normale. Donc, et cela est expliqué par un déplacement des particules de la zone la plus chaude vers la zone la plus froide. Et bien sûr, lors de ce déplacement qui s'appelle le vent, ces particules, on peut par exemple simplifier les choses par le fait que ces particules deviennent en choc avec les extrémités du tourniquet. Et ce choc résulte d'un mouvement de rotation de trucs. Et voilà, on a expliqué le mouvement ou bien le tourniquet qui a commencé à tourner lorsqu'on a chauffé. Donc le déplacement de ces particules de l'air du bas vers le haut est appelé le vent. Donc par définition, le vent c'est un déplacement des particules de l'air d'une zone où la température est très élevée vers une zone où la température est très faible. Autrement dit, si tu parles d'une manière verticale, le vent c'est un déplacement des particules de l'air d'une zone chaude
vers une zone froide. Voilà, c'est la conclusion de la première expérience. Dans la deuxième expérience ici, vous pouvez observer qu'il existe deux feuilles. Donc une personne qui a fait une expérience avec deux feuilles. Il a soufflé entre les deux feuilles. Normalement, au départ, les deux feuilles sont parallèles, c'est-à-dire que la distance qui sépare les deux feuilles est la même. Mais lorsqu'il a soufflé, donc il a constaté que les deux feuilles se rapprochent en bas alors qu'elles s'éloignent en haut. On peut expliquer le rapprochement des deux feuilles à l'extrémité bas par le fait que lorsqu'elle souffle, elle augmente la pression. Donc cette zone près de bouche est caractérisée par une valeur de pression très élevée, ce qui permet de rendre les particules de l'air qui se trouvent ici au mouvement vers une zone où la pression est très faible. Donc ici la pression est très faible, donc les deux feuilles se rapprochent. N'oubliez pas que les particules préfèrent de rester dans les zones où la pression est normale ou la pression atmosphérique. Donc si tu parles d'une manière horizontale, le déplacement de ces particules qui s'appelle le vent se fait d'une zone où la pression est très élevée vers une zone où la pression est très faible. La zone où la pression est très élevée est appelée une zone anticyclone, ou la note A majuscule. Et la zone où la pression est très élevée, c'est une zone appelée dépression, ou la note D. Voilà, c'est une explication d'un mouvement, ou bien du mouvement de l'air d'une manière horizontale, oui. Donc, ici, vous avez des questions de cette activité. À quoi est dû le mouvement du tourniquet? Quel est le sens du mouvement de l'air lorsque sa température augmente? Et la troisième question, quel est le mouvement de l'air provoqué par le souffle? Quel est le mouvement de l'air provoqué par le souffle? La question numéro 4, c'est que la pression de l'air est-elle plus grande ou plus faible au point de l'espace les plus près et les plus loin de la bouche? Et pour la question 5, l'air se déplace-t-il des endroits de haute pression vers les endroits de basse pression ou bien l'inverse? Alors, commençons par la première question. À quoi est dû le mouvement du tourniquet? Alors, le mouvement du tourniquet est dû à un déplacement des particules de l'air, du bas vers le haut. La question 2, quel est le sens du mouvement de l'air lorsque sa température augmente? L'air se déplace d'une zone plus chaude vers une zone plus froide. Quel est le mouvement de l'air provoqué par le souffle? Le mouvement de l'air provoqué par le souffle, c'est un mouvement horizontal, qui se fait ou bien qui est expliqué par une différence de pression entre deux zones, la zone près de la bouche et la zone ou bien la deuxième zone. La question 4, la pression de l'air est-elle plus grande ou bien plus faible au point de l'espace les plus près et il est plus loin de la bouche? Pour les zones de l'espace les plus loin de la bouche, la valeur de la pression est très faible, c'est la dépression. Et pour les zones les plus près de la bouche, la pression est très élevée. La question 5, l'air se déplace-t-il des endroits de haute pression vers les endroits de basse pression ou bien l'inverse? Donc l'air, normalement, il se déplace des endroits où la pression est plus élevée, ça veut dire les anticyclones, vers les endroits où la pression est plus faible, ça veut dire les dépressions. Voilà, c'est la réponse à la question numéro 5. Et voilà les réponses en grosso modo. Alors, je pense que je vais passer à la conclusion de l'activité. Il faut savoir que quand la température augmente dans une zone, alors son air se réchauffe et devient plus léger. Celui-ci se dirige vers le haut. Par conséquent, la pression de cette zone diminue. Je parle d'une zone qui s'appelle la dépression. Quand la température diminue, l'air se refroidit, puis il se descend, ou bien il descend, et par conséquent, il se forme une zone à haute pression, c'est ce qu'on appelle l'anticyclone, ou la note A majuscule. La différence de pression entre deux zones provoque un mouvement horizontal de l'air, d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Et ce mouvement d'air s'appelle le vent. Le vent, c'est un déplacement horizontal d'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Donc, si tu cherches la définition du vent d'une manière horizontale, il faut justifier ta réponse par une variation ou bien par une différence de pression. Mais d'une manière verticale, il faut justifier par une variation
de température. Donc voilà un schéma qui regroupe ou bien qui résume donc la deuxième activité. Le vent se déplace d'une zone anticyclone vers une zone dépressée. Alors le vent se déplace du bas vers le haut, je parle de l'air chauffé. Alors le vent se déplace du haut vers le bas, je parle d'un air froid. Voilà, donc ici la température est élevée alors qu'ici la température est basse. Alors qu'ici la température elle est élevée alors qu'en haut la température est basse. Donc le vent, c'est un déplacement horizontal d'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Et voilà, c'est la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Et merci pour votre attention. Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Merci.